Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va réaborder un petit point que j'avais laissé un petit peu de côté mais qu'on va revenir dessus, c'était les quasi-optimaux, parce que voilà, je voulais finir cette vidéo, parce qu'on avait vu les aspects théoriques de la chose, mais moi maintenant je l'ai mis en pratique, et donc on va vérifier que la pratique répond bien à la théorie. Et pour ça j'ai fait assez simple, j'ai pris la petite enceinte de voix proto que avec laquelle je suis en train de vous faire un petit tutoriel là, pour vous expliquer comment faire un filtre passif. Et donc j'ai simplement fait des filtres avec mon filtre actif, avec mon DSP, j'ai fait des filtres. Donc vous l'avez en bas ici, vous avez le simple LR4 au niveau du proto. Ici j'ai fait LR4 avec une coupure de mémoire, le raccord doit être à 1300, oui de mémoire c'est 1300 Hz. Et de l'autre côté vous avez le proto qui lui utilise un passe bas en but 3 de mémoire 1125 Hz et un baisse 4 qui lui se situe plus à 1665 Hz. Et donc, puisque c'est un quasi optimal, j'ai mis le tweeter en opposition de phase et j'ai rajouté un délai dans les 271 microsecondes. Voilà. Donc et voilà les résultats que j'obtiens, en fait, les courbes de réponse. Donc je me suis assuré effectivement que les courbes de réponse se superposer relativement bien. Donc ici effectivement elle se superpose quasiment à la perfection, il n'y a rien à redire, donc ça fait que la différence de tonalité dans l'axe sera inaudible, ce qui est bien. Et comme cette enceinte, vous voyez, avec un petit regain d'énergie vers de 3 à 4 kHz, forcément j'avais ici créé une petite égalisation et aussi un petit high shelving pour abaisser le niveau général de l'enceinte pour qu'elle soit un peu plus douce à l'écoute, parce qu'elle avait tendance à piquer un petit peu à l'écoute. Donc pareil, j'ai abaissé un petit peu le niveau de l'aigu par rapport au grave. Donc voilà, pour l'état d'esprit en fait, voilà, de la réponse que vous observez ici qui est dans l'axe. Donc les quasi-optimaux, donc comme je vous l'ai dit, la particularité forcément qu'on va observer sur la réponse impulsionnelle, si je prends la réponse du Lincoln-Riley d'ordre 4 sur cette enceinte que je mesure, j'obtiens cette forme de réponse impulsionnelle, donc l'impulsion démarre bien par le haut. Par contre sur un quasi-optimal, comme on inverse la phase sur un haut-parleur sur deux, donc là c'était notamment l'aigu, donc le tweeter que j'ai inversé, la phase généralement commence généralement par le bas. Voilà, sur des quasi-optimaux, l'impulsion part vers le bas. Et ce qu'on observe donc sur les phases, c'est que le Lincoln-Riley, comme d'habitude, à sa coupure, à sa fréquence de transition entre les haut-parleurs, aura le déphasage qui passe par 180 degrés. Et puis là c'est qu'on est en replié, mais ça passe par les 180 degrés, donc c'était 1300 Hz, vous voyez à 1200 c'est quasiment, voilà, c'est quasiment bon. Alors que sur un quasi optimal, on décale au plus loin en fait cette phase, on essaie qu'elle déphase le moins possible, le plus tard possible, qu'elle prenne son temps en fait. C'est le but des quasi optimaux, parce que en fait ce qu'on veut sur un quasi optimal, le but d'un quasi optimal comme je vous l'avais expliqué, c'est de garder un groupe délai le plus faible possible et qui change le moins possible, notamment au niveau des fréquences de raccordement des haut-parleurs. Et donc on va donc voir au niveau des groupes délai ce qui se passe. Et bien effectivement, comme on le constate, le quasi-optimal fait bien son travail, il diminue en fait le groupe délai par rapport à un filtre conventionnel de Lincoln-Riley d'ordre 4 par exemple. Après, bon, ces résultats sont à prendre avec des pincettes, parce que on dit que les quasi-optimaux sont meilleurs à l'écoute, enfin ceux qui vendent en fait les quasi-optimaux disent qu'ils sont meilleurs à l'écoute parce que justement il y a moins de groupes délai et tout ça. Honnêtement, très honnêtement, pour avoir l'enceinte et avoir fait des comparaisons, on n'entend pas beaucoup de différence, voire pas du tout. Enfin, ça reste du monde de l'anecdotique, quoi, en fait. Le groupe délai, on l'entend pas tant que ça, surtout quand on est en salle. Mais même en extérieur, on l'entend pas. Voilà. C'est, à mon avis, plus une philosophie de se dire, regardez, j'ai un groupe délai qui est faible. Oui, d'accord, mais il y a d'autres inconvénients. Notamment le fait que, bon là je l'ai pas fait, mais je l'avais fait dans la vidéo précédente, j'avais expliqué que par contre les haut-parleurs n'ont pas une très bonne mise en phase dans l'axe. Alors contrairement au LR qui lui a une mise en phase des haut-parleurs qui se superpose parfaitement au raccord, alors que sur un quasi optimal vous avez aucune chance d'avoir les haut-parleurs en phase dans l'axe. Et donc ça va s'observer tout simplement sur les réponses polaires. Et donc pour faire les réponses polaires, j'ai utilisé un autre logiciel que j'essaierai de vous présenter bientôt. J'essaierai de faire une vidéo qui compare Roux avec Arta. Et donc j'ai fait les mesures avec Arta. Donc voici ce logiciel Arta. Donc là on a la mesure dans l'axe du LR4. Et je vais vous montrer en fait, alors donc on effectue plusieurs mesures, on effectue les unes à la suite des autres avec un angle différent. Vous savez, il faut se faire une petite table tournante. Et pour justement générer des beaux graphiques qu'on puisse interpréter, en fait, Arta bénéficie
d'une option qui est assez sympathique que n'a pas Roux justement, c'est de pouvoir générer des diagrammes polaires, donc qui s'appelle Directivity Pattern ici dans les tools. Donc vous rentrez dedans, vous faites fichier et vous dites je vais créer justement un pattern, un fichier de pattern de directivité. Donc vous cliquez dessus et vous allez chercher un fichier, peu importe lequel, vous prenez peu importe celui qui est à 0 ou même celui qui est à 10 degrés, parce que en fait Arta va reconnaître automatiquement, il le met ici, le nom du fichier, et il faut bien mettre justement un underscore, deg pour degré, et ensuite plus ou moins, et le numéro qui correspond à l'angle auquel vous avez fait la mesure. Ce qui donne, vous voyez, pour un fichier, moi j'ai mis tout simplement LR4 underscore vert pour vertical, parce que là j'ai mesuré en vertical. J'ai pas fait les mesures en horizontal. Quand on veut comparer un filtre, quand on a la même réponse dans l'axe, de toute façon c'est en vertical que moi j'ai une asymétrie. Et donc pour comparer les deux filtres, le LR et le quasi optimal, c'était des mesures en vertical qu'il me fallait. Parce que sur l'horizontal, j'aurais rien vu, ou très peu, ça aurait été vraiment de l'anecdotique. Alors que là, on va avoir des différences. Et donc voilà le nom du fichier, underscore, donc là il reconnaît que c'est le degré 10, et vous voyez l'angle il marque bien que ça c'est le 10, le 20, le 30, vous voyez il y a tous les angles qui sont rentrés, et même les moins, il me reconnaît bien les signes moins. Donc ici on s'assure que Arta a bien reconnu le nom des fichiers, sinon il faudra prêter attention à bien rentrer la normalisation de nom qui vous demande pour reconnaître les fichiers correctement. Une fois que ceci est fait, pour le lissage, traduit en anglais smoothing bien sûr, vous vous mettez en un 12e, ça permet d'avoir un peu plus de précision moi je trouve. Ensuite symmetrical for negative angle, là on le met pas parce que l'enceinte elle est pas symétrique quand on l'a fait sur l'angle vertical, d'accord, elle est symétrique sur l'axe horizontal, parce que si on tourne l'enceinte à gauche ou à droite, les haut-parleurs bougent de la même... je sais pas trop comment l'expliquer, mais en grosso modo, si vous êtes en vertical, là ici, si je couche l'enceinte en arrière, forcément, le woofer va se rapprocher de moi. Alors qu'à l'inverse, si je penche l'enceinte vers l'avant, le woofer va s'écarter de moi. Donc vous voyez, on est plus symétrique. Donc c'est pour ça que j'ai fait des mesures en positif et en négatif. Le positif étant, c'est comme si le micro, je le mettais au-dessus de l'enceinte, et le négatif étant que je le mets en dessous de l'enceinte. Hein. D'accord, je précise avant. Ensuite, on normalise la réponse, ça c'est pour avoir une réponse plus facile à interpréter, mais on n'est pas obligé de le mettre, mais moi je le mets ici, vous verrez la différence si vous faites les essais, hein, et vous mettez bien sûr l'angle à 0 degré, à moins que vous ayez un choix particulier, mais normalement vous le laissez ici à 0 degré. Et pour, attention à votre plage de fréquence, à bien commencer à partir de 500 Hz, parce que, ou même un peu au-dessus, des fois ça dépend ce que vous voulez voir, mais si vous commencez trop bas, on est dans des fréquences qui sont omnidirectionnelles, donc le graphique va être moins lisible, il vaut mieux augmenter un petit peu cette valeur, moi je me mets à 500, je trouve que c'est voilà, c'est une bonne chose. Et ensuite, vous cliquez simplement OK. Donc là ça prend un peu de temps, voilà, donc là il m'a chargé le truc, donc ça n'a pas changé parce que je l'avais déjà chargé, mais c'est pas grave. Ici, vous voyez, c'est qu'on est en polaire et en demi-polaire en fait, en half, parce que si vous avez le choix du full en fait, c'est que voilà, vous pouvez faire des mesures même jusqu'à 360 degrés si vous voulez, hein. Moi je me suis pas amusé à faire ça, donc je me mets simplement en half ici, ça suffit. Et donc ici, quand on est sur la mesure polaire de cette forme là, il y a ce menu là qui a une influence, et l'autre menu un peu moins. Mais disons qu'on peut régler, voilà, on peut régler par exemple le range qui est la plage en dB, et puis après vous avez d'autres petits choix de réglages qu'on va découvrir ensemble, mais pas sur les polaires, c'est pas forcément utile ici de le découvrir, je trouve que c'est plus utile ailleurs, à voir, hein, c'est moi comment je fonctionne, hein. Et donc ici on peut faire varier en fait la fréquence et observer effectivement qu'en fréquence la directivité, donc là ici on a la perte en dB, vous voyez, la perte en dB elle est circulaire ici, et là vous avez l'angle effectivement de l'enceinte qui augmente, donc on observe par exemple qu'à 1250 Hz, si je me mets à 40 degrés, j'ai une atténuation par rapport à dans l'axe où je suis à 0, j'ai une atténuation de quasiment moins 12 dB on va dire à peu près, moins 12 dB à cette fréquence là, et effectivement, et c'est à moins 30, donc c'est en allant sous l'enceinte. En allant au-dessus de l'enceinte, vous le voyez, si je me mets à plus 40 degrés et pas à moins 40, j'ai beaucoup moins d'atténuation, je n'ai que moins 5 dB. Et ça, on va le voir avec un autre graphique qui est un peu plus pratique, mais je vais vous montrer d'autres graphiques avant. Alors, il y a d'autres graphiques, il y a la fameuse chute d'eau, le waterfall. Alors, le waterfall, c'est un peu le même principe. Vous voyez, ici, il y a vos angles. Ici, il y a l'angle. Ici, il y a les dB. Et après, ici, sur cette échelle-là, vous avez la fréquence. Donc, vous voyez, plus on monte en fréquence, à part au raccordement, effectivement, il y a des accidents parce qu'on est en vertical, donc il y aura des accidents. Mais après, plus on monte en fréquence, plus l'ancienne devient directive. C'est ce qu'on observe ici, en fait.
Vous avez un autre choix de waterfall que je trouve un peu plus facilement lisible. Le seul problème, c'est que j'ai pas trouvé comment le faire tourner, parce que forcément, comme on est sur une asymétrie, on aimerait bien voir de l'autre côté, or on peut pas le voir. C'est un petit peu dommage. Donc ici, pareil, on observe, hein, ici on a les degrés, ici on a les dB, et ici on a la fréquence. Hein. Donc voilà, et ça nous permet de voir effectivement comment se comporte l'enceinte globalement là, avec ce genre de représentation. C'est un graphe qui permet d'avoir une bonne visibilité globale, hein. On voit où l'enceinte rayonne assez fort, même hors axe ou pas, et où justement il y a des pertes hors axe, ici très très fortes vers les justement 1,3 kg, parce que c'est là où j'ai le raccordement, donc forcément il y a des accidents. L'autre type de graphe que j'utilise surtout, ça va être le fil contour. Voilà, parce que celui-ci, je trouve, vous le retrouvez généralement sur les docs en plus des constructeurs, hein. Les différents types de graphes que je vous ai montrés, c'est quelque chose que vous retrouvez chez les constructeurs. Et donc là, vous avez les degrés ici, hein. Donc là, c'est qu'on va sous l'enceinte quand c'est en négatif, donc on est plus proche du woofer en fait, et là, c'est qu'on va au-dessus de l'enceinte. C'est comme si le micro allait au-dessus de l'enceinte, ici, dans la partie positive. Et donc, on observe effectivement qu'il y a des accidents hors axe, à ces fréquences ici au niveau du raccord entre le woofer et le tweeter, ce qui est totalement logique parce que comme vous créez une rotation et vous êtes en asymétrique, vous arrivez à créer des oppositions de phase. C'est pour ça qu'il faut s'arranger surtout pour être dans l'axe, avoir bien sûr la meilleure linéarité possible en corrigeant un peu. Vous voyez ici il y a une petite atténuation, voilà il me l'a corrigé là du coup l'atténuation de l'enceinte, vous vous rappelez tout à l'heure je vous ai dit il y a une atténuation vers entre 3 et 4 kg. Parce que vous voyez, il y a un regain d'énergie hors axe qui était présent, bon c'était en horizontal, mais il est aussi présent en vertical. On voit qu'il y a des regains d'énergie ici, un peu partout là. Vous voyez, on peut aller jusqu'à quasiment plus 5 dB. Je sais pas si on les a tout à fait, hein. C'est pas tout le temps hyper précis par contre pour la mesure, on voit l'allure globale par contre, c'est ça qui est bien. Et vous vous rappelez tout à l'heure justement avec les mesures polaires en alpha, on avait dit qu'à 1250 Hz, regardez on l'a encore, on avait, rappelez-vous, en allant en dessous de l'enceinte, donc en négatif, 1250, on avait moins 12 dB, effectivement, on les a ici, nos moins 12 dB, vers 1200 et quelques, ça va être quelque part par ici, on a bien nos moins 12 dB, donc on retrouve le même accident en fait, ce qui est complètement logique. Et donc voilà, donc là ça nous permet de voir en fait la réponse verticale, polaire, du Lincoln-Riley sur une enceinte 2 voies. On retrouvera souvent cette typologie cette réponse-là est typique de n'importe quelle enceinte 2 voies. En fait, généralement, vous allez toujours retrouver un peu cette forme habituelle, c'est-à-dire un évasement ici aux fréquences de recoupement de raccord des haut-parleurs, et après on a la directivité seule des haut-parleurs, d'accord ? Et donc, mon idée c'était de la comparer justement avec le quasi-optimal. Et donc le quasi-optimal, alors je vais pas refaire toute la manip de rentrer les fichiers, je vais l'afficher directement, et le voici. Et on observe quand même qu'il y a là il y a une différence assez significative, hein, vous voyez, entre le Lincoln-Riley et le quasi-optimal, là il y a une différence. Et on voit notamment comme une sorte de désaxement, vous voyez, on dirait que ici, encore le Lincoln-Riley est assez bien centré ici, bon même s'il y a des atténuations qui sont pas symétriques, parce que d'un côté on part vers le woofer, de l'autre on part vers le tweeter, mais grosso modo, ici, c'est assez équilibré en fait. C'est assez équilibré, et c'est d'autant plus équilibré que même si on est debout dans la pièce au niveau de l'enceinte, si par exemple assis vous êtes au niveau 0, mais que vous levez, forcément l'enceinte prend un angle un peu plus important, on conserve quand même une bonne linéarité grosso modo de l'enceinte. Alors que sur le quasi-optimal, le problème c'est que quand vous allez vous lever, vous allez déjà commencer à observer des atténuations qui vont commencer à être gênantes. Parce que là on est quasiment dans les moins 5 dB ici, hein, moins 3, moins 5 dB dans ces zones-là. Par contre, on peut, sous l'enceinte, c'est moins flagrant que sur le Lincoln-Riley, mais franchement, on n'écoute plus rarement une enceinte allongée au-dessous d'elle. On est plus souvent soit debout, soit assis. Et donc, ce phénomène, on l'observe assez bien, comme je vous le disais, avec les mesures polaires, qui est à peu près la même représentation, en fait. Donc, c'est quand on va monter en fréquence, vous voyez, on voit que le lobe est complètement décalé, vous voyez, à 1250 Hz, qui est la fréquence de recoupement. On est complètement décalé, alors que sur le Lincoln-Riley, si on se remet sur la mesure alpha polaire et qu'on va à 1250, vous voyez, on dirait que c'est plutôt bien centré, c'est juste qu'il est castré ici, à ce niveau-là, au niveau en dessous de l'enceinte, au niveau, si on se situe en dessous de l'enceinte, on est un peu castré, mais le haut est plutôt bien conservé. Alors que là, on observe que le lobe se décale en fait. C'était ça, le truc qu'on parlait souvent sur les quasi-optimaux, que le lobe est décalé effectivement parce qu'on n'est pas en phase dans l'axe, on est en phase ailleurs. Et là, on est en phase plutôt en bas de l'enceinte.
ce qui n'est pas forcément une très très bonne chose. Vous voyez, c'est un peu le problème, c'est que le lobe est décalé. Après, ça revient un peu, mais sinon, c'est vrai que au raccord, le lobe est complètement excentré, il n'est pas centré vraiment sur le 0, alors que sur le Lincoln Riley, il est beaucoup plus centré en fait. On voit qu'il est centré, même s'il y a des accidents effectivement qui interviennent. Encore, ils sont en dessous et pas au-dessus, heureusement. Mais voilà quoi, grosso modo, c'était voilà, pour vous montrer un petit peu la petite nuance entre le quasi-optimal et le Lincoln Riley quand on fait des mesures en fait donc verticales, pour vous donner une idée, un bon aperçu de la chose, et pour comprendre un peu de quoi on parlait quand on parlait de lobe et tout ça, d'accidents hors axe, qui sont plus problématiques sur les quasi-optimaux que sur du Lincoln Riley. Et effectivement, on l'observe relativement bien avec ce genre de graphe ici, hein. Ça saute assez vite aux yeux. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter ça. Ma conclusion serait que les quasi-optimaux sont des filtres un peu comme tous les autres, hein. Tout le monde peut essayer de les utiliser, hein. Moi ça me dérange absolument pas. Il faut en avoir l'utilité. Moi personnellement je n'en ai vraiment pas l'utilité d'en utiliser, je vois pas ce qu'ils apportent vraiment comme avantage sur le groupe délai plus que ça, vu que souvent c'est inaudible et quand on est en salle c'est mélangé avec le reste, donc ça devient illusoire presque, alors que éventuellement le lobe mal situé, surtout quand on se met debout, pourrait être beaucoup plus gênant, pourrait être beaucoup plus problématique. Donc après c'est à voir, c'est au cas par cas. Faites des essais chez vous, essayez, et vous me direz si pour vous, effectivement, il y a une signification particulière à utiliser un quasi-optimal, parce qu'il y a des conditions qui prévalent et qui mettent mieux en avant ce type de filtre en qualitatif plutôt que du Lincoln Riley traditionnel. À vous de voir, hein, on pourra en discuter dans les commentaires. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je vous souhaite une très bonne petite fin de journée, pour moi là c'est le cas. Et puis je vous dis à très bientôt, parce qu'on va pas tarder à faire de nouveaux essais. Vous allez voir, ça va être assez fun.